Et maintenant sur Radio Nébia, Livrons-nous, émission littéraire et débat, où l'on découvre un livre et un lecteur. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains, ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. Frédéric Lordon, Vivre sans, institution, police, travail, argent. Nous voilà avec deux points d'entrée différents dans la politique, par le nombre ou par les formes de vie. Comme de juste, chacun de nous fait parler sa complexion et donne la réponse de sa sensibilité intellectuelle. Mais on voit bien que ce sont des choix inauguraux qui vont déterminer des buissonnements de la pensée et de la pratique, dans des directions sensiblement divergentes. Je t'en donne une simple illustration tirée d'un souvenir d'un séjour à l'été 2017 où nous étions quelques-uns, un peu plus même, à nous être réunis pour partager quelques réflexions sur la situation. Un camarade de la ZAD en a appelé à, ouvrez les guillemets, de nouveaux régimes d'énonciation, fermez les guillemets, plus poétiques, qui pourraient toucher les gens et les réveiller de leur sommeil éthique en quelque sorte. Ça me fait toujours des effets très mêlés d'entendre des choses comme ça. Dans un mouvement complètement pré-réflexif, ma complexion d'intellectuel y trouve spontanément son compte. Je crois qu'il y a peu de choses ces derniers temps qui m'aient ravi autant que le renouveau du graffiti politique. C'est une explosion de créativité, d'humour, et il y a 100 fois plus d'intelligence dans un seul graffiti que dans 30 ans d'éditoriaux de Libération. Alors ça, oui, le graffiti comme machine affectante, ça se pose un peu là. Et même s'il faut aussitôt se poser la question de savoir qui est affectable. J'entends bien qu'il ne s'agit pas de tomber dans une sociologie trop primaire des dispositions culturelles, mais ça, Rancière nous en a heureusement vaccinés. Et nous savons que réserver aux classes dominantes la sensibilité aux œuvres, en présupposant les classes dominées incapables, est un échantillon typique de la pensée dominante. Je pense par exemple au très beau documentaire « C'est quoi ce travail ?» de Sébastien Jousse et Luc Joulet. Tourné dans l'usine PSA de Saint-Ouen, on y voit un compositeur déambuler dans les allées, à la pêche au bruit des machines, pour composer ensuite une musique avec un chœur, formé par des ouvriers. À un moment, il y a un très court plan où l'on voit un ouvrier qui laisse faire sa machine et qui lit. J'imagine qu'il doit avoir l'oreille tellement affûtée que, au bruit seulement, il saura s'il faut prêter de nouveau attention à la machine. Et que sinon, il ne la lui accordera pas. Alors la machine, et lui, il est livre en main. Je n'ai pas besoin d'épiloguer sur la force de l'image que ça compose, juste gloire de Rancière. Maintenant, on ne peut pas non plus évacuer complètement la question sociologique dont les philosophes ont une sainte horreur, et demander les prolétaires qui lisent de la poésie la nuit ou le jour, à la machine, ça fait combien ? C'est une question qui n'emporte aucune présupposition de capacité, mais qui vise essentiellement les conditions et ce qu'elles déterminent comme effectivité. Donc j'entends les appels à la poésie, je pense au graffiti, j'aime spontanément, et puis je me reprends. Et j'imagine ce que donnerait le porte-à-porte avec de la poésie en bandoulière, dans une banlieue picarde, ou dans une usine qui va fermer. Est-ce que c'est avec de la poésie, en première instance, qu'on va nouer quelque chose avec des ouvriers, des syndiqués ? Voilà où l'on en revient à la question du point d'entrée. S'il est du côté du nombre, alors on pense immédiatement aux classes ouvrières ou aux classes populaires, parce que ce sont les plus dominées et parce que ce sont les plus gros bataillons. Est-ce que c'est par le lyrisme des formes de vie qu'on mobilise ces masses-là ? Sans doute, nul ne peut dire ce qui peut se passer dans une usine occupée, quand un lieu de travail devient véritablement la chose de ceux qui y travaillent. Et ce que cette approximation par soi peut susciter d'euphorie créative, d'ouverture réputée impossible, dans un mouvement général de réempuissantisation. Comment ne pas penser ici à ce titre magnifique de Simone Veil, Grève, joie pure. Là, il est bien certain qu'il n'y a pas pire erreur que de minimiser les pouvoirs transformateurs de l'événement politique, pouvoir de faire différer ceux qui y sont pris, et à quelle vitesse, au travers de quel franchissement considérable.
Pierre Souchon, qui a dû passer une bonne partie de la fin 2018 sur les ronds-points, rapporte ce propos d'un gilet jaune. « J'ai 46 ans, je n'avais jamais lu un livre de ma vie. Tu sais ce que je fais depuis 2 jours ? Enfin, la nuit plutôt. Quand on rentre du rond-point, c'est une amie à lui qui l'interrompt et répond pour lui. Il lit la Constitution. On aura quand même vu des déplacements proprement inouïs. Des braves gens, comme on dit, venus de province pour leur première manifestation à Paris, gazés, matraqués sans préavis, sans justification et aussitôt pris dans un fulgurant devenir Black Bloc. Ou bien ces autres filmés sur un rond-point, je ne sais plus lequel, qui ne semblaient pas exactement avoir a priori un profil ZAD-friendly, et cependant débitaient des palettes pour monter des cabanes. Ils étaient pris dans un devenir zadiste. Deleuze nous a laissé une belle chose avec cette idée-là. Et tout de même, en première approximation, ça n'est pas par la poésie que ça débraye. C'est une taxe gasoil qui déclenche les gilets jaunes. Pas trop poétique. Les ronds-points ne se sont pas peuplés sous l'inspiration des graffitis. N'est-ce pas d'ailleurs ce qui leur a été aussitôt reproché par des secteurs de la gauche radicale, spécialement obtus, accrochés à une idée de la vertu définie d'après leur type d'humanité à eux? En effet, les gilets jaunes à l'origine n'avaient pas la grâce de la ligne correcte. De même, quand PSA Aulnay se met en grève, ce n'est pas par l'effet du chant choral. Et puis, il y a aussi un prolétariat atomisé, anomique, incrusté dans sa colère, dans son ressentiment, celui qui, contre toute rationalité, apporte son soutien à la chasse aux assistés ou au flicage des chômeurs. Et que l'extrême droite, bien sûr, considère comme un parfait terrain de chasse. Pour tout te dire, je ne vois pas les nouveaux régimes d'énonciation faire des percées considérables de ce côté. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir été d'une parfaite honnêteté avec notre camarade en quête de nouvelles énonciations, à qui on pourrait tout aussi bien prêter de ne faire aucun partage exclusif et d'envisager la poésie, en plus de tout le reste, de compter sur la différence, avec un A, c'est-à-dire sur la modification à grande vitesse des dispositions pendant l'événement, pour que la poésie, bien préparée, entre d'un coup dans les sensibilités remaniées. Voilà. Alors, je redis l'auteur, Frédéric Lordon, et le titre du bouquin c'est Vivre sans, avec comme sous-titre Institution, police, travail, argent. D'accord. Voilà. En gros, tout le bouquin tourne un peu autour de ça. C'est genre, ok, on vit vivre sans, ok, mais déjà comment on y arrive à se dire j'en ai marre de ce qui se passe, et puis ensuite est-ce qu'on est vraiment sans institution à proprement parler. Enfin, il essaie de creuser un peu la question, quoi. Voilà. Oui, mais lecture très agréable en tout cas, non? C'est parce qu'on pense à notre ami. Ah oui, très. Aujourd'hui, on est 3, hein, vous aurez remarqué. Il y a moi, il y a Jean-Camille, il y a Anthony, moi Julien. Et aujourd'hui, on a fait quelque chose quand même d'extraordinairement intéressant. C'est qu'on a déplacé, vu qu'il y a le Covid et qu'on ne peut plus trop s'éclater, alors on a déplacé le bar dans la radio directement. Amen. Oui. Ambiance extraordinaire. Dommage, on aurait dû tamiser le studio. Là, peut-être des bières. Il faut s'adapter à son temps, même à la radio. Donc... Oui, mais c'est ça qui est bien, enfin. Alors, ça vous a parlé ou pas? Est-ce que vous êtes posé ce genre? Moi, j'avoue que c'est un livre assez salutaire parce que je me suis pas mal posé la question de qu'est-ce qui fait qu'on est politique ou pas politique. Par exemple, là à la table, bon, moi je suis assez politisé. Jean-Camille aussi, il est assez politisé. Toi, Anto, t'es plutôt détendu sur la question, t'es moins politique. Moi, je suis très détendu sur la question. C'est-à-dire que je ne suis pas officiellement, si je puis dire, politisé. Après, je ne sais pas. Peut-être dans des propositions que j'ai à faire, d'idées, lorsque je parle, lorsque je discute, on pourra retrouver des idées, je ne sais, politiques, poétiques, qu'importe. Mais je ne les identifie pas comme telles. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que... De conscientisation, Ouais, voilà. C'est-à-dire que, dans tous les cas, bon, il y a toujours Jean-Michel Connard qui dit oui, mais tout est politique. Oui, mais moi, donc il y a un peu ça. Je dis que j'ai gardé ma naïveté. Voilà, c'est comme tu dis, Jean-Gars, il y a un côté conscientisation qui prend du temps, quoi. Dans les cadres voilà, c'est ça. habituels, c'est-à-dire droite-gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots bizarroïdes? Par exemple, droite-gauche, ouais. Sans rentrer dans des mots plus compliqués. mais en tout cas, ouais, t'échappes à ça. Et c'est parce peut-être, si j'avais une définition à donner à droite, gauche, etc., je n'y échapperais pas. Mais comme je ne sais pas ce que c'est, je garde ma naïveté là-dedans. Et du coup, je suis tout naïf.
J'ai pas dit innocent, j'ai dit naïf. On te garde dans cet état pour t'exploiter encore un petit peu. Exploiter un petit peu. Écoutez, si on exploite comme ce soir avec quelques bières, 2-3 chips, un peu bien. C'est suffisant, ce que demande le peuple. Mais ouais, non, c'est vrai que du coup, on a tous des gens autour de nous qui sont plus ou moins politisés. Donc nous, je veux dire, typiquement, on est tes potes politisés. Et toi, tu fais partie de nos potes qui sont pas spécialement politisés. Des potes qui n'ont rien à foutre. Oui, non, mais voilà. Mais c'est-à-dire oui, que... parce que non, il est pas politisé. Il est pas au courant qu'il est politisé, voilà, mais peut-être. Mais je suis désolé pour avoir vu quelques travaux de notre ami Anthony, moins politisé que ça. Non. Alors, est-ce qu'il était politisé ou est-ce qu'il était engagé ou est-ce qu'on met les deux sur le même plan? Bah alors, question, puisque d'un certain côté, vu tes fonctions à la radio, c'est quoi ça officiellement? C'est directeur des programmes, c'est ça? Coordinateur d'antenne. Coordinateur d'antenne. Ça fait partie de cette tranche qu'on appelle les directeurs. Voilà. C'est ça que j'entends. Mais du coup, typiquement, et c'est marrant parce que au final, bon, c'est juste une histoire d'intitulé, du coup, de capital symbolique. Mais en termes de capital symbolique, c'est directeur, tu vois, qui du coup est pas politisé. Faut entendre les guillemets. Et parce que pour le coup, quand tu gères un journal ou une radio, c'est difficile de pas l'être, j'imagine. Et en face, t'as Julien, HLM, tu vois, enfin, moins que Smicard, tu vois, et qui du coup lui est politisé. Alors est-ce que du coup est-ce que vous pensez que ça fait une espèce de une nécessité, quoi? Au bout d'un moment, pour t'en sortir, faut que tu saches à quelle sauce tu vas te faire manger. Il y a peut-être un peu de ça, ouais. Non, regarde-moi, je m'en sors bien, même si je suis chômeur, c'est vrai. Ouais, merde. Espèce d'étudiant. Voilà, non, mais moi je suis. Non, ne le dis pas devant des gens. Je suis. Je le dis pas devant des gens. Je suis étudiant. Je suis parasite social. Oui, peut-être que telle est ma fonction actuellement. Donc il y a peut-être un peu de ça, ouais. Peut-être que ça aide à. Il faut nous aider à nous les. C'est marrant parce que après on n'a peut-être pas un plateau représentatif parce que c'est vrai que d'habitude on me dit plutôt des trucs du genre tu sais t'as comme il en parle un petit peu, il parle d'une sociologie où est-ce qu'effectivement en général lui il parle surtout de la poésie, en tout cas des œuvres. C'est une sociologie qu'on retrouve qui est vieille, qui est même plus vieille que Bourdieu, tu vois, mais à base il y a un capital culturel, tu vois, il y a un capital symbolique, etc. Et en général, l'accessibilité de comme il dit un peu Franck Lepage, tu sais, en mode, quand t'es devant le bidon rempli de flotte, tu sais, soit tu dis, il y a une démarche, soit tu dis, mais putain, merde, qu'est-ce que je fous là, bordel? Ouais, moi aussi, je veux bien qu'on me paye des tours du monde pour mais nous, on est un peu bâtards là-dedans parce que on a eu du capital culturel. Nous tous, on fait partie quand même d'une frange de population qui avons reçu du capital culturel. Comment ça? Bourgeois, genre tu penses à l'université, genre? Ouais, nous on a on a atteint l'université, donc déjà on est plus représentatif d'une bonne partie de la population de laquelle il parle quand il dit que la poésie ça leur parlera pas, parce que nous peut-être que ça nous parlera. Mais alors moi c'est marrant parce que j'ai jamais aimé la poésie, mais du coup c'est un truc très personnel. Mais voilà, enfin éventuellement en écrire, c'est bon, ça a pu m'arriver. Tu vas l'intellectualiser, tout ça. Et moi, comme il dit, moi le lire ça m'énerve. J'ai l'impression d'un manque de pudeur. Je déteste que quelqu'un m'étale tu vois, genre le tréfonds de son âme. Je dis putain, mais poteau, genre c'est bon, t'inquiète, garde ton tréfonds de ton âme. Genre ça a l'air au top, mais du coup genre cultive-le pour toi et tout, tu vois. Viens pas me le mettre entre les dents. Mais alors peut-être, je pose une question comme ça. Peut-être le problème ce n'est pas tant la poésie, mais ce qu'on en fait de la poésie. Par exemple, pour ne parler que de la poésie, enfin la poésie d'ailleurs, la poésie de quoi c'est un peu la question que c'est-à-dire d'intellectualiser toujours la poésie ou l'œuvre, en général, même l'œuvre artistique, quelle qu'elle soit, qui est peut-être une poésie en soi. Disons que c'est assez récent qu'il y ait des prétentions artistiques au non politique, en tout cas au non message. Ouais, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, il y a un truc que t'entends, c'est tu pourrais pas comprendre.
en parlant d'un truc d'art, tu vois. Tu pourrais... Non, mais tu comprends pas. Tu vois, genre, les gens disent, oh, moi, j'aime pas, non, mais tu comprends pas, c'était pas destiné. Ils ont bien compris de mon côté. Tu vois, comment tu peux enfin, à un moment, il y a un truc, il y a un truc là, il y a un truc, tu vois, comment ça, je comprends pas. Mais parce qu'ils savent que soit ils sont en mode petite bourgeoisie ou bourgeoisie, ils sont en mode, ils sont déjà acquis à la cause, entre guillemets, soit ils sont des prolétaires traîtres, là aussi il faut entendre les guillemets, et ils savent que celui-là sera prêt à dire il y a une démarche. Oui. Alors le problème, parce que là, du coup c'est aussi un autre problème, je crois. J'en parlais récemment avec des professeurs d'art et leurs étudiants, et la problématique sur cet art compréhensible que je conçois amplement, c'est peut-être lié à la conceptualisation. C'est un art conceptuel. Aujourd'hui, tout est conceptuel, tout n'est que démarche. Et je dois avouer que moi, personnellement, et pourtant j'ai fait des études d'art, je continue à travailler en quelque sorte dans le domaine artistique, eh bien, les expositions, en règle générale, je disais, ça fait beaucoup rire les étudiants et les profs aussi, je disais, je me fais chier, clairement. Quand on frappe, excusez-nous s'ils nous entendent, mais je me fais chier. Je me fais gravement chier. Je vais pas tirer la pierre là-dessus. Parce que finalement, une exposition, pour en avoir fréquenté beaucoup et en avoir réalisé quelques-unes aussi, ce qui m'a toujours amusé, c'est pourquoi on y va. Ben, moi, j'y allais pour le champagne et les petits fours. Sinon, la plupart des gens y allaient parce que un tel y allait. C'est-à-dire, c'est tout un réseau. Si vous voulez qu'il y ait du monde à votre exposition, eh bien, il faut faire comprendre à vos invités qu'il y a des invités intéressants. Ouais. Si vous faites une exposition, vous n'indiquez pas qu'il y a le maire ou le prof intel ou tel critique ou tel directeur de telle radio, de tel journal, vous allez foirer votre exposition, ça ne marche pas. Mais du coup, là on est clairement dans le, Mais tout le monde s'en fout. Enfin, on parle pas. C'est clair que là. Clairement, ça parle pas au gars de l'usine, quoi. Ah, ben non. Enfin, moi, perso, j'y vais pas à celle-là, si tu veux. Mais je vais pas non plus. Bon, des petits fours, mais. Oui, putain, on en avait fait une fois. Tu te rappelles, il y avait un truc en dessous. Oui. Et, je t'avais dit, putain, j'ai faim. Et tu m'as dit, mais en bas, il y a une expo et tout. Oui. Et on est descendu pour défoncer le buffet. On était invités, en plus. En plus, ouais. Et genre, on était prévu de pas y aller. Écoute, on est descendu, je me suis jeté, mais comme un crevard sur le truc, je me mettais de pied du buffet. Puis après on fait bon, on monte sur Néa. Non mais beaucoup d'expositions, très sincèrement, c'est ça. Maintenant, pour revenir un peu à l'ouvrage, on parlait de poésie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend par poésie, là, en l'occurrence, des lectures. Alors lui, il a une formule que attends, je vais te la retrouver parce que. En moi, de ce que j'ai compris, c'est changer le vocabulaire pour parler de politique. Et le rendre plus poétique pour y renvoyer des images nouvelles. Comme aujourd'hui, on changeait le mot bourgeois par un truc un peu plus poétique, un peu plus par exemple, lyrique. C'est lyrique. C'est très imagé. C'est presque tellurique. Mais on n'a plus le droit de dire ça à la radio maintenant, Julien. Sache-le. Moi, ça va. T'inquiète. Non, mais oui, enfin, il y a cette idée-là. Alors lui, il dit rentrer dans la politique par le nombre, ou donc c'est-à-dire ameuter les masses, voilà, ou faire rentrer les gens dans la politique par comment il appelle ça? Alors, attends 2 secondes, par les formes de vie. C'est-à-dire là, en gros, c'est quel type de médium, quoi. Tu vois, les formes de vie, bon, c'est un peu poulet, mais tu vois ce que je veux dire. C'est quand même très audacieux pour la politique de rentrer par cette voie-là. Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je sais. En fait, je me rends compte. J'avoue que politiquement, c'est un peu compliqué parce que je me suis construit au pif, en fait. C'est-à-dire que mon père m'a jamais trop, alors que lui-même a été, ma mère. Alors là, la politique. S'en fout 3000, hein. En tout cas, sinon elle me l'a jamais trop, m'en a jamais trop parlé, tu vois. J'ai jamais eu d'amis trop politiques, au collège, ni même au lycée. Je suis en train de réfléchir. Et mon père, qui pourtant était un communiste, machin, m'avait jamais trop branché là-dessus, tu vois. Il m'avait jamais trop branché là-dessus. Mais pas spécialement là-dessus. Il m'avait même pas
il est resté de gauche, quoi. Il fait pas partie de cette génération de mon daron. Il fait pas partie de cette génération qui est passée à l'extrême droite ou un truc comme ça. Ouais. Juste, il m'en parlait pas, tu vois. Et typiquement, moi, à la maison, je tombais sur des bouquins qui étaient sous la poussière. Tu te demandais ce que ça foutait là. Bon, mais genre, je tombais sur Nietzsche et puis après sur des trucs comme ça. Et comme je m'emmerdais parce qu'il était pas souvent à la baraque, bon, je m'étais dit, tu vois, j'avais vers 14 piges, je lisais la généalogie de la morale sans rien comprendre, tu vois. Ouais, toi, t'avais pas accès dans ta truc à Gaston Lagaffe et à Boulet Bill. Alors, t'as dû commencer la lecture. J'avais aussi les Schtroumpfs. Mais en tout cas, tout ça pour dire que... Si t'en avais 2 ou 3, une fois que t'as fait le tour des 2 ou 3, t'es obligé de lire Nietzsche. Non, mais si tu veux, Nietzsche, que ce soit Nietzsche, Lévi-Strauss, et en fait, finalement, des gens qui ont été très importants pour moi, comme Bourdieu ou Spinoza ou quoi, c'est des gens que j'ai rencontrés, en fait, beaucoup plus tard, en fait, alors que je pensais être un Nietzschéen convaincu, quoi. Et, en fait, ni Nietzsche ni Lévi-Strauss, ils parlent de gauche et de droite, tu vois. Donc moi, en fait, si tu veux, j'avais l'impression d'acquérir des connaissances, qu'il s'agisse de sciences humaines ou de choses plus... la physique, j'aimais bien, Bachelard, tout ça, machin. Donc, en fait, je m'emmerdais, j'ai eu de la chance, c'est ce qui fait que je suis un prolo, je pense, qui est à l'université, finalement. Mais, si tu veux, je m'étais construit des idées et des avis que beaucoup plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a déjà des équipes qui se sont appropriés ces idées-là, et que la plupart des idées qui avaient l'air de marcher, si tu veux, qui avaient l'air des idées vraies, tu vois, c'était plutôt la gauche qui se les était appropriées, tu vois. Donc du coup, pendant un temps, je me suis dit tiens, je suis de gauche. Puis après, je me suis dit ah mais merde, en fait, je suis d'extrême gauche. Après, tu vois. Et là, depuis pas longtemps. Mais mince, peut-être plus, il y a pas après. Après on tombe et on ne revient jamais, ça revient l'extrême droite, il paraît. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, c'est ça, il paraît qu'il y a un truc comme ça dans la boucle, mais il manque une bulle. Il manque une truc, mais au final t'es d'extrême droite, Julien. Ben alors du coup, là en ce moment, je suis de plus en plus en train de me dire parce que les idées en ce moment qui m'animent sont des idées que je retrouve pas à l'extrême gauche, mais que je retrouve beaucoup chez les anarchistes. Et j'ai l'impression que c'est une case un peu à part, tu vois. Mais les anarchistes, même pas les anarchistes politiques finalement. J'aime beaucoup la philosophie anarchiste, tu vois. D'ailleurs dans le bouquin précédent, le Lordon, là, il parle ça s'appelle la condition anarchiste, et je me retrouve beaucoup là-dedans. Ça part d'un relativisme hyper vénère, tu vois, à base de anarchie, c'est anarché, sans fondement, tu vois, genre Racine, tout ça, étymologie flambée. Waouh. Je suis un mastre. Contrairement à l'anomie, qui est l'anarchie des médias. Quand on dit anarchie dans les médias, c'est l'anomie qui n'a pas d'ordre. Contrairement à l'anarchie qui est l'absence de fondement. Voilà, c'est-à-dire que, mais c'est justement ça le truc, c'est-à-dire que, en fait, la définition bourgeoise de l'anarchie a tellement colonisé, bien sûr, les sphères médiatiques, en la travestissant, machin, etc. Puis aussi les esprits, c'est-à-dire tu dis anarchie n'importe qui, bon. Forcément, il a la version courante, et la version courante, c'est un espèce de truc en mode c'est le chaos. Le charbon sur le visage. C'est ça. Éventuellement, c'est vaguement des terroristes, tu vois. Genre voilà, c'est éventuellement. Il y a cette idée répandue de l'anarchie, c'est vrai. Mais oui, mais c'est très dommage parce que toi, quand on te parle d'anarchie comme ça, de but en blanc. C'est quoi les trucs qui te viennent à l'esprit? Moi, c'est Julien qui vient à l'esprit. Ouais, mais c'est de la triche. C'est de la triche. T'as été colonisé par l'imagerie prolétaire de Julien. Du coup, c'est baisé, mais. Non, mais on en a parlé la dernière fois. C'était d'un Livrons-nous avec. Il y a eu un petit problème technique. Du coup, on reprend en plein milieu. C'est ça, les problèmes au comptoir. Tu sais comment on devrait appeler cette émission, Julien? Non. Enfin, Livrons-nous. Livrons-nous au comptoir. Non, mais ça te plaisait pas, le titre Livrons-nous. Ouais. Mais parce que Livrons-nous, j'ai l'impression ça fait France Q en plein, quoi. C'est un peu relou. J'aime pas France Q, tu l'aimes pas. Mais j'aime bien France Q. À force de détester les cases, il a fini par en faire plein, d'accord. Mais non, mais c'est pas ça. Il y a un truc il y a une grande case, et en plus, j'ai appris que sur Public Sénat, j'étais dégoûté. Ah oui, tu m'as dit, oui. Il y a une émission qui s'appelle Livrez-vous. Ah bah merde. Putain, alors juste pour dire, voilà, en tout cas, j'en profite pour dire, j'ai eu l'idée indépendamment,
mais ça m'attriste de me dire que ces connards. Et puis moi, il y a livrons-nous, tu vois, c'est inclusif, alors que eux, tu vois, c'est livrez-vous, oui, tu vois. Puis il y a le jeu de mots avec livre. Oui, c'était pour ça. Ouais, alors c'était pour ça à la base, mais je trouvais ça un peu bas de plafond, si tu veux. Non, enfin, j'ai trouvé ça quand ceux qui le font, c'est nul. Non, mais moi, c'était mieux, quoi. Non, mais non, même pas moi, si tu veux. Moi, j'ai au comptoir. Ouais. Et pourquoi pas? On verra bien, on trouvera. Livrons-nous au comptoir. Mais actuellement, on est dans l'impossibilité technique de nommer l'émission ainsi. Alors du coup, pour rejoindre où est-ce qu'on en était, je disais donc, au final, maintenant je me retrouve dans un mood où est-ce que, politiquement, l'anarchie, en fait, si tu veux, c'est l'anarchie philosophique qui m'intéresse, à base de relativisme à donf. Je rajoute une couche de déterministe à donf, genre... Une belle couche, là. Non, mais genre juste un truc un peu où est-ce que je vais jusqu'au bout du machin, quoi. C'est quoi le déterminisme, Julien? Si tu veux, t'as le déterminisme plus soft plus soft, qui déjà est vénère pour la plupart des bourges, enfin bref, un peu à la, on va dire dans le champ des sciences humaines, hein, attention, hein. Qui un peu à la Bourdieu, c'est-à-dire que lui il a une formule où est-ce qu'il parle de 99% de chambres à l'appel, tu vois, faut pas prendre ça, voilà. D'être de pas être libre, si tu veux. C'est-à-dire qu'on est déterminé, on a un tout petit pourcentage de chance de devenir libre en ayant connaissance des déterminismes qui nous fondent. Seulement moi, si tu veux, pour moi, c'est juste un truc pour reculer, pour mieux sauter. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que connaître ces déterminismes, c'est déjà un déterminisme supplémentaire. Ouais, tu ne fais que transformer tes déterminismes au final. Voilà. Et si tu veux, je reprends, si tu veux, au pied de la lettre, déjà parce que je suis d'abord rentré dans l'épistémologie, les sciences dures et contrairement à ce que j'ai l'air de dire depuis tout à l'heure, par les sciences dures et même éventuellement la zététique dans la pensée, si tu veux, je prends un peu au pied de la lettre cette formule de Spinoza de l'homme n'est pas un empire dans un empire, tu vois. Ou est-ce que en gros, sauf que moi, l'idée qu'il y a derrière, c'est il y a des lois de la nature. Et du coup, l'être humain, il n'est pas exempt des lois de la nature. Sauf que moi, en bon physicien, un peu vénère, tout ça, moi je crois fort à la causalité, tu vois. La causalité, même cause, mêmes effets, tout ça, machin. Et puis, en fait, à partir du moment où il y a un effet, c'est qu'il y a une cause. D'ailleurs, tu as une autre formule de Spinoza qui est de l'ordre de on ne constate qu'une chose existe que dès lors qu'elle produit un effet. Tu vois. Vas-y, je reclape. Allez, problème technique, deuxième occurrence. Ouais, ça c'est le problème des bières, je veux dire. C'est ça. Il en reste une. Du coup, épisode 3. Non, mais enfin bref, tu disais du coup, Anto ? Je sais plus, je parlais de causalité, qu'est-ce qu'on entend il aurait fallu que je entende ta dernière phrase, mais je sais plus. Je disais que... oui, tu parlais des causes. Pour moi, si tu veux, comme dans l'univers, il y a de la causalité, dans l'être humain aussi, il y a de la causalité, tu vois. Non, oui, voilà, je sais plus précisément ce que je disais, mais c'est précisément ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, justement. Du coup, tu as fait ma phrase. Non, mais on parlait de causalité, je sais plus précisément ce que j'étais en train de dire, parce que je suis dedans, ou je ne sais pas. Et j'allais dire qu'est-ce qu'on entend par causalité, puisque, justement, j'allais dire cette phrase-là, mais tout est causalité. L'univers est un univers causal, il me semble, non? C'est une question, c'est une forme d'affirmation, mais c'est une question. Mais non, parce que, parce que le plus important, c'est sans doute la liberté. Il me semble bien. Non, mais là, je ne posais pas la question de qu'est-ce qui est le plus important. Je disais que rechercher les causes d'un événement, comme un être humain, pourquoi pas, bien sûr, mais je disais que fuir les causes, peut-être pas. En fait, là où est-ce que il y a, si tu veux, là où il y a une sorte d'irréductible, bien sûr que la naissance d'un être humain, etc. Mais la question qui est derrière ça, c'est surtout qu'est-ce qui fait qu'on choisit ce qu'on choisit, en tout cas ce qu'on oui. Tu vois, je veux dire, là à chaque instant j'ai l'impression de choisir chaque mot qui sort de ma bouche, quoi. Oui, mais je pense pas qu'on choisisse réellement les mots qui sortent de notre bouche. Je pense que c'est une construction de ce qu'on a vécu, connu, lu,
travailler, étudier. Peut-être qu'aujourd'hui, les réflexions que je vais pouvoir apporter ou les points de vue, ce sont aussi les points de vue de mes anciens professeurs, de qui m'a enseigné, de qui m'a entouré, de comment j'ai évolué dans ma vie, de ce que j'ai connu. Il y a peut-être des événements, des éléments qui, vont un peu plus me toucher parce que j'y vois dans ma vie des choses qui peuvent davantage me concerner. Oui, non, mais tout à fait. Mais non, mais ça, c'est un truc... ça, c'est le déterminisme. Donc, du coup, une bonne couche de relativisme à base de... Mais en revanche, c'est là où j'allais dire, en revanche, pourquoi je devrais forcément m'enfermer dans une case, dans une définition? On en avait parlé une fois, tous les deux. Ça. Oui, mais alors, si tu veux, voilà, le truc qu'il y a, c'est que la jointure dans laquelle tu te trouves de l'enchevêtrement de toutes ces cases, il y a que toi qui est, si tu veux, par exemple, là, c'est toi qui es assis en face de la fenêtre entrouverte. Oui. Tu vois? Et du coup, c'est toi qui te prends le plus le froid. Jamais. Tu vois? Ça, mine de rien, alors on aurait pu avoir, si tu veux, même si, imagine qu'avant on ait vécu tous exactement la même chose. Ben, je suis sûr que là, à ce moment-là, le fait que là, toi, t'es froid et pas nous, ben, il y a comme moi j'appelle ça une espèce de théorie du chaos social, tu vois, déterministe. C'est-à-dire qu'il y a un moment, une petite cause différente, peut-être sur le long terme, aura des effets notables. Bien sûr, mais tu vois. Oui, tout à fait. Mais enfin bref, tout ça pour dire que quelles que soient les cases dans lesquelles tu es ou tu n'es pas, bon, t'es jamais dans une seule case, t'es dans plein de choses. Oui, voilà. Et tu sais comment on fait se chevaucher des couleurs pour montrer aux enfants les associations de spectres. Eh bien, à la fin, il y a que toi qui as cette couleur-là, ne serait-ce que parce que tu as été le seul à occuper l'espace que tu as occupé au moment où tu l'as occupé. Oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec tu ça. vois, Là où je suis plus dubitatif et où je suis plus inquiet, pas par rapport à notre table ni à ce que nous sommes en train de discuter, mais c'est lorsque... Même à la température. Non, ni à la température, mais c'est pas tant pour nous, je veux dire. Mais là où je suis plus dubitatif, c'est lorsqu'on s'enferme dans une case. Ah oui. Mais ça, après, c'est des... Lorsqu'on doit absolument tout définir, figer les choses, cristalliser l'ensemble du monde, d'une vie, on en avait parlé lors d'une émission sur la sexualité, par exemple. Lorsqu'on doit cristalliser les choses et que celles deviennent d'un seul coup définitives, c'est ça, moi, qui me dérange. Toi, tu as déjà eu à fournir un discours à propos des cases pour convaincre quelqu'un politiquement? Ah, bonne question. Parce que souvent, on attribue nos opinions politiques aux cases dans lesquelles on se dit appartenir, quoi. Ouais, mais expliquer à quelqu'un qui croit pas au déterminisme que au fond, il a quand même des opinions qui se rapprochent quand même beaucoup de sa classe sociale, de la situation dans laquelle il se trouve, dans laquelle il a grandi. C'est un peu compliqué parce que on a tous très envie d'être le spécial, tu vois, d'être le. Tu remarqueras que mon discours nous rend pas moins spécial. Non, mais comme je disais, on est les seuls à avoir cet enchevêtrement particulier. Mais c'est pas nous, c'est pas notre faute. C'est la faute à l'environnement. Et je crois que ce n'est pas une faute. Ouais, mais voilà. Mais sauf que dans. Ouais, du coup, c'est moi dans les visions. Ça, le terme qu'il utilise, il parle de processus qui visent à réampuissantiser. Est-ce que du coup, est-ce qu'on subit l'environnement ou est-ce qu'on le. Est-ce que quelque chose qui te, on va dire, entre guillemets, dépossède est susceptible de t'empuissantiser? Pour moi, ça l'a fait, quoi. Mais je pense que je suis pas le seul, en plus, hein. Tout à l'heure, on parlait de Spinoza, que ce soit lui ou beaucoup d'adeptes, genre, tu trouves un certain réconfort, une certaine sérénité, quoi, quelque part. Tout à l'heure, je disais la liberté. Quand ta pensée, elle est basée sur la liberté, par exemple, pour revenir à eux, les bourgeois, tu vois, qui basent absolument tout leur système de pensée, qu'il soit économique, social, tout ça, sur la liberté. Moi, mais vas-y. Je vois des angles morts là-dedans. Moi, la pub, pour moi, c'est vraiment un truc où est-ce que
t'es obligé d'être déterministe pour dépenser des centaines de milliards par an dans la pub, quoi. Ouais. Parce que tu vois, tu sais que tu vas, tu vois, quand tout le monde va voir l'écriture de Coca-Cola, de Coca, tu vois, genre, tu vois, c'est que ils ont conscience qu'ils ont déterminé à, tu vois ce que je veux dire. Évidemment. Mais enfin bon, mais là, c'est plus de l'ordre de l'anecdotique. Mais là, en tout cas, j'en conviens. Mais là, c'est vraiment physique. Ouais, c'est pas des schèmes. Oui, mais c'est un phénomène qu'on associe au cerveau, à la façon dont t'es construit, dont fonctionne le cerveau. Donc tu as pas besoin des sciences sociales, en fait. Tu pourrais limite dire non, mais c'est la biologie. Tu vois, là, t'es sur une science dite dure. Ah, mais j'esquive pas la biologie. Alors que c'est complètement faux, parce que ces trucs-là sont très différents en fonction des sociétés. Les machins qui marchent pour la pub, il me semble qu'il y en a quand même pas mal qui... Les couleurs, les déterminismes. Je mets les déterminismes biologiques dans les déterminismes. Je prends un exemple tout bête. Mais eux, ils en ignorent juste une partie, celle qui les arrange pas. Les déterminismes sociaux. Oui, mais c'est vrai que c'est souvent un grand oublié, les déterminismes physiologiques. C'est-à-dire que le fait de pas avoir d'aile pour s'envoler, ça donne déjà une perception du monde qui n'est pas celle d'un pigeon. Pour rester sur le pigeon il a une espèce de petite poche, tu vois, sur les joues, qui lui permettent dedans il y a il y a de la magnétite et des petits minéraux qui, en gros, il sait tout le temps où est le nord. Imagine que nous, n'importe où est-ce qu'on regarde, il y a comme une espèce de lumière brillante, tu vois, ou un truc, où est-ce qu'on sait que là c'est le nord. Ça nous pique le nez quand on regarde le nord. Ouais, genre un truc comme ça, tu vois, ça nous pique plus ou moins le nez, tu vois. Et ça engage à des perceptions du monde qui vont forcément avoir des impacts sur la manière dont tu conçois le réel et et tout le reste. Mais alors, l'idée de la pub, c'est peut-être intéressant aussi, justement. Parler de publicité, de marketing, etc., de déterminisme, y compris biologique, bien sûr. Et en même temps, on disait que chaque individu est unique, de par ces mêmes déterminismes. Mais est-ce que ce n'est pas plus rentable, justement, d'uniformiser l'ensemble de la société ? Est-ce que ce n'est pas plus rentable, justement, de travailler à un front commun des déterminismes ? Ça dépend de ton point de vue, ça dépend ce que tu vises. Si tu vises une efficacité, économique, par exemple. Même économique, c'est-à-dire que ça peut être intéressant pour toi d'avoir des gens pas d'accord constamment. En fait, souvent, on pense que l'uniformisation, c'est mais en fait, c'est souvent quelque chose qui se trompe, quoi. Parce que tu veux, que ce soit au niveau biologique ou au niveau même des avis. C'est toujours intéressant d'avoir des gens qui pensent autrement au cas où le contexte change et que ces gens-là donneraient un avantage, tu vois, ces avis-là ou ces gènes-là. Mais là, tu réfléchis de façon très darwinienne en y collant le... Après, moi, je pense pas ça parce que ça, c'est si tu es purement pragmatique. Dans ce cas-là, oui, en effet, d'avoir plusieurs idéologies, c'est très intéressant d'un point de vue purement pragmatique. Je dis au sein d'un groupe, hein. Pas forcément au sein d'une personne. Hein, mais par exemple, moi, je vois aucune. Je voulais ouverte, mais pour vous deux. Je la laisse Anthony parce que je prends la voiture après quand même. Moi, je vois pas d'endroit dans le monde où les États ou ceux qui possèdent le pouvoir se comportent de façon purement pragmatique. Jamais, à aucun moment. Même, tu prends les patrons, par exemple. Là, j'écoutais un machin, je crois que c'était sur Mediapart, d'ailleurs, sur le télétravail. Qui, voilà. Je crois qu'on a vu le même truc. On a vu le même truc. Et on pourrait se dire que c'est très profitable à l'entreprise, un boost de productivité. Et en fait, le MEDEF est contre le télétravail. Il s'engage contre ça. Alors que factuellement, ça augmente la productivité. Oui, dans une optique de pouvoir. Mais d'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça parce que Frédéric Lordon, en début de carrière économiste, s'était attardé sur une OPA entre deux banques. Alors, je me rappelle plus lesquelles, j'ai honte. Mais je me demande si c'était pas entre le Crédit Lyonnais et... Enfin, je me rappelle plus exactement. Donc, j'ai peur de dire une bêtise. Je vais pas dire de bêtises. Mais entre deux grandes banques, si tu veux, à coup d'OPA, de contre-OPA, dans tous les sens. Bref, en gros, il y avait des opérations d'achat, de rachat qui étaient très agressives l'une envers l'autre. Et en fait, le Fredo se rend compte d'un truc, c'est que
il y a d'autres choses que l'obsession du rendement. Tu vois, souvent on fait le procès au capitalisme d'avoir pour seul et unique but la rentabilité, tu vois, ce genre de choses. Et en fait, il montre que, en fait, pas tant que ça, quoi. Genre, en fait, il se rend compte, si tu veux, il va se rendre compte que il y a aussi d'autres forces en jeu. Il y a le fait de vouloir se préserver en tant qu'existant, tu vois. Genre la persévérance dans l'être. En fait, c'est une formule qui reprend de Spinoza, oui. Tu vois. C'est Frédéric Lordon qui aime beaucoup Spinoza. Et en gros, voilà, donc il y a des trucs aussi et là, dans le cas du télétravail, il y a un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire le management, et depuis Luc Boltanski et le nouvel esprit du capitalisme, on le sait bien, assez paradoxalement, parce qu'il se vend comme quelque chose qui permet la redirection, vous pouvez vous former à autre chose, etc., etc. Pourtant, une espèce d'obsession pour le contrôle. Ça tombe aujourd'hui, la redirection. Oui, non, mais t'as ce truc de non seulement de contrôle, si tu veux, mais d'une certaine manière, de contrôle dans la vie des gens. Je prends je te prends la forme la plus méchante, c'est-à-dire que de recontrôle sous la forme jusqu'à présent, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de la force de travail. En échange de quoi on donne le médium monétaire. Ce médium monétaire permet aux gens d'assouvir leurs désirs. D'accord ? Et il y a un nouveau type de management qui arrive et qui, si tu veux, est dans un nouveau délire à base de ton désir, on va le centrer sur l'entreprise. Tu vois, il faut que tu aies envie d'être en entreprise, il faut que tes amis soient dans l'entreprise, si ta famille y est, c'est même encore mieux. C'est pour ça qu'on va mettre des open space, c'est pour ça qu'on va mettre tu sais, du management cool avec des baby-foot, etc. Et j'en vois. On en a des copains qui bossent dans des startups comme ça et qui hésitent à se barrer. Ça n'est presque devenu la définition de la startup. Ben oui, mais c'est à ce truc où est-ce que, au final, maintenant, le désir et le bonheur est plus, on va dire, intermédié, je sais pas comment dire, mais tu vois, par le médium monétaire, mais il est, et puis tu le vois dans les discours politiques, tu vois, j'aime l'entreprise. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être je me suis mal exprimé à travers ma question, mais c'est ça. Je disais qui m'inquiète énormément. On parlait il y a quelques instants de ces différences là aussi, très à la mode. C'est à la mode d'être différent. Alors que tout le monde est différent. Il n'y a pas un seul être humain qui est. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas vu de gens identiques. Oui, c'est le narcissisme de la petite différence. Voilà. Oui, mais moi, je suis pas différent pareil. On l'a dit justement à l'entrée de cette émission, évidemment, par rapport à ces mêmes déterminismes. On ne s'est jamais trouvé au même endroit, au même moment, avec les mêmes professeurs, au même instant, dans la même vie. Enfin, il faut un concours de circonstances pour avoir les mêmes exactement. Et quand bien même, on n'aurait pas la même perception des choses. Tout à fait. Mais ce qui m'inquiète, c'est ça. On en veut même aujourd'hui. C'est quelque chose que je trouve très drôle et à la fois déroutant. Hein, cette idée, on en veut à la mauvaise humeur. Il faut être heureux partout. Le désir, le bonheur à toutes les sauces, la positivité. Il faut penser positif. Il faut. C'est absolument absurde. C'est absolument absurde. Tout à l'heure, je parlais d'uniformisation. C'était une question, évidemment, sur ce n'est pas plus rentable. Juste par parenthèse, c'est souvent pire que ça. C'est-à-dire que c'est pas la recherche du bonheur qui, en soi, on peut pas vraiment tirer la pierre. Non, mais tu es le seul responsable. Oui. Toi-même, la responsabilité de ton bonheur est en toi et en toi seul. Oui. Et en gros, on est allé jusqu'à accabler la pensée. On est allé jusqu'à accabler la pensée, disant il faut penser positif. Mais enfin, quelle absurdité. Penser positif. Faut pas lire le journal. Et donc, il faudrait que la vie soit composée uniquement de bonheur, de joie, et non plus de toutes ces piments quelquefois très difficiles, bien entendu, qui font la vie. La vie, ce n'est pas que joie et bonheur. Enfin, non, puis en plus, c'est souvent des idéologies qui ont cette méconnaissance d'un concept en philosophie que je trouve assez salutaire par bien des aspects, que moi je résume, j'appelle ça le paradoxe de la tomate, mais je crois que je t'avais parlé peut-être une fois. Ça me dit rien. Autant je vous le dire en off parce que c'est. Moi j'en ai un, mais c'est du millefeuille, le mien. Non, mais sans déconner. C'est un truc avec les tomates hors sol, mais c'est sympa. Mais en gros, t'as ce truc de
comment dire, t'as ce truc de non seulement tu es seul responsable de ton bonheur, mais tu es tout le temps bonheur, positive attitude, machin. Toujours. Et puis il y a cette idée en philosophie qui s'appelle l'adaptation hédoniste. Qui vient un peu comme un chien dans un jeu de quilles, où est-ce qu'en gros ça dit si tu veux, si t'as un niveau de bien-être constant, mais tu le verras comme en fait non pas un niveau de bien-être, mais tu le verras comme la normalité, si tu veux. Et il y a cette espèce d'idée, c'est-à-dire que tu prends n'importe qui au CAC 40 et tu lui mets des chaînes aux pieds, tu le mets dans un champ, mais il va être malheureux 1 an, 2 ans, mais peut-être qu'au bout de 15 ans, le jour où il pourra manger 2 jours d'affilée, il sera content, tu vois. Alors que tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. C'est ça un peu cette idée-là. Et mais oui, non, c'est clair. Et l'inverse c'est vrai aussi du coup. L'inverse c'est vrai aussi. Tu prends un type qui est à 1003, tu le fais passer à 4000. Les 2 premières années, il va vivre sa meilleure vie. C'est ça. Et au bout de 5-10 ans, il dira putain, mon paye trop d'impôts. Même avant. Putain, ouais, voilà, il ira le point. Putain, moi je veux bien payer des impôts, mais si tu veux, quand je vois que tu fais Balkany. Mais attends, je te le dis, je le sais, je suis ancien pauvre, ok. Non mais oui. Moi je sais, j'ai su m'en sortir. Mais on est tous comme ça. Moi je prends souvent un exemple là-dessus, un exemple qui me fait beaucoup rire. Ah, putain. Juste par parenthèse, oui, dis-moi. C'est pour cette raison-là que j'esquive au maximum d'avoir trop de pognon. L'argent, ouais. Tu t'appauvris pour ne pas Alors, je m'appauvris pas. Pour garder ton seuil hédoniste le plus bas possible afin de profiter du mieux que possible de la vie, c'est ça? Mais si tu veux, moi j'ai atteint une vitesse de croisière où si j'ai le chauffage, une connexion internet, une caisse et de quoi bouffer, des choses dont j'ai pu manquer, pas forcément dans cet ordre, en gros ça me va. Et je vais pas refuser, si on me dit demain t'es payé 1008, je vais pas les refuser si tu veux, mais je sais que il va falloir que je trouve vite un moyen de me couper, tu vois, à l'arrivée. Une partie de ce pognon-là qui partent, j'en sais rien, dans ma famille, dans mes machins, tu vois, genre, ma famille, je suis le seul à avoir le bac, donc c'est moi qui est le seul susceptible d'avoir touché 1008, un de ces 4, tu vois. Mais tu vois, c'est un peu le truc, quoi. Non, mais je vois, j'ai un exemple très drôle, enfin, moi, il me fait rire, en tout cas, là-dessus. Parce que, beaucoup de mes amis, quelquefois, m'obligent, me disent, mais tu pourrais faire un autre travail, tu pourrais gagner mieux, tu pourrais, voilà. Et je leur explique que de toute manière, déjà pour moi, ça ne changera pas grand-chose, parce que, eh bien, il me semble que mes désirs, en tout cas ma capacité à dépenser, sera toujours proportionnelle à ce que j'ai sur mon compte en banque. Ainsi, je crois que je manquerai toujours de quelque chose, évidemment. La capacité de ton foie aussi, probablement. Voilà, oui, mais tu peux augmenter le prix. Voilà, je peux sans augmenter la quantité. Et je leur prends souvent un exemple pour leur faire comprendre que ce n'est pas mon objectif, ni gagner plus, ni gagner mieux, peut-être, mais pas plus. Comprenez bien la subtilité. Oui. Et du coup, subtil. Non, du coup, je prends souvent un exemple. L'exemple de mes appartements, là où j'habite. Mes appartements pluriels sur plusieurs années, pas mes appartements comme un roi. mais différentes propriétés, voyez-vous. Non, oui, quand j'ai débuté à l'université, j'habitais une petite chambre universitaire. Ouais. Bon. Au tout début, j'étais très décontenancé, et testant par la taille en mètres carrés de la chambre ou par le fait d'être enfermé dans la montagne, je ne sais pas trop. Mais très vite, cette petite chambre universitaire, c'était un petit nid, j'étais très content de ma chambre universitaire, et j'étais très heureux, tout allait bien. Puis l'année d'après, j'ai changé de chambre universitaire. J'ai eu une chambre un peu plus grande qui disposait d'une petite kitchenette. L'embourgeoisement avait commencé. Voilà. Non, mais il y a une kitchenette, il y a une petite terrasse. Et là, soudainement, cet appartement qui devait faire quoi, 25 mètres carrés à tout casser, me semblait immense. Il me semble que les plus grands ici, à moins que je dise une bêtise, mais il me semble que les plus grands font 16 mètres carrés, non? Peut-être. Mais en tout cas, pour moi, c'était déjà beaucoup. Ah oui, parce que je possédais des choses que je ne possédais pas. Ah oui, pour moi, ça y est, j'étais... non, c'est peut-être 20. Peut-être 20 mètres carrés. Bon, en tout cas... Qui dit mieux? C'était plus grand. Ouais. Voilà qu'ensuite, je fais mes études à Paris, et là... étrangement,
J'habite une résidence universitaire à Maison Lafitte. C'était très drôle, je crois que je l'avais raconté, Julien, parce que c'était une résidence, c'était la Maison Lafitte, c'est très bourgeois, hein, dans la banlieue parisienne, c'est à côté de Saint-Germain-en-Laye, c'est très 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 bourgeois. Moi, je connaissais rien, je croyais que ça allait être vu le prix de l'appartement, je dis je vais tomber encore dans un truc. Puis non, c'était magnifique, c'était mais monstrueux. C'est moi, je gentrifie, ça y est. Et en fait, non, ils avaient dû commencer sans toi. Non, parce que les bourgeois aussi aiment économiser de l'argent. Oui, sinon... alors ils ont fait la gueule quand même parce que ça m'avait fait rire. Et le maire était venu inaugurer la résidence en question parce que elle était neuve, elle ouvrait en même temps que nous, quoi, que les locataires. Et il y avait les habitants de Maison Lafitte qui manifestaient devant la résidence étudiante. Pour eux, étudiant était égal drogue, était égal débauche absolue. Vous voyez, au niveau déterminisme, on y était bien. Bon, et j'ai du coup un appartement un peu plus grand. Celui-ci fait dans les 35 mètres carrés. Ah oui, en luxe. En 35 plein mètres Paris, carrés. Non, pas en plein Paris, à Maison Lafitte, mais bon. Mais c'était très joli pour moi. 35 mètres carrés. Par rapport à Corté, ça reste en plein Paris. La Maison Lafitte. Ouais, voilà. Corté, c'est vrai que c'est pas trop en plein Paris. C'est pas trop en plein Paris. Et voilà, bon, je passe un peu, je vais faire tous mes appartements. Mais enfin, c'est bien qu'aujourd'hui j'ai un appartement, un bel appartement. Cette fois-ci, on peut dire qu'il est réellement grand. Il fait 65 mètres carrés. Ah putain, je savais pas que c'était si grand. Oui. J'ai regardé un peu pour la radio. Donc ça colle à l'image du directeur. Un directeur dans une chambre étudiante, ça la fait pas. mal. En fait, je vis dans ma caisse. Il le loue que les soirs où on vient le voir. Un peu de légende. D'ailleurs là, c'est pour ça qu'il nous fait rester, c'est parce qu'il savait pas qu'on venait ce soir. Du coup, il a fait sortir la dernière. Non, et du coup, je fais des fausses clés d'appartement. Mais du coup. Non. Et du coup, j'expliquais à mes amis qui me disent tu pourrais gagner plus, tu pourrais faire plus de choses, tu pourrais et j'explique que de toute manière c'est problématique parce que il fut un temps j'avais un appartement de peut-être 10, 12, 15 mètres carrés, je ne sais pas, enfin un tout petit appartement, et celui-ci c'était très bien, je me complaisais dans mon appartement puisque je l'agrandissais par mon imagination, ça m'en suffisait amplement. Aujourd'hui il me serait impossible, évidemment, c'est pas impossible, mais il serait compliqué pour moi de revenir sans petit problème moral dans un appartement de 12, 15 mètres carrés ou 20 mètres carrés. Alors qu'avant, cet appartement, pour moi, semblait un palais. Voilà. C'est peut-être ça une bonne illustration de l'adaptation. Voilà. Et tout simplement, pareil avec mon salaire, que j'ai plus ou moins de salaire bien. Alors, quand on parle de salaire, c'est toujours compliqué parce que évidemment, j'allais dire surtout aujourd'hui, mais je pense pas. Quand on parle de salaire, quand on parle d'argent, il me semble que c'est une conversation toujours compliquée parce que lorsqu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts, lorsqu'on a faim, lorsqu'on n'a pas de quoi, nous entendre parler là de salaire. En plus, les gens écoutez que j'étais directeur de séance type, alors que pas du tout. Je crois que je gagne moins que tout le monde sur cette table réunie. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est peut-être vrai en fait. Oui. C'est-à-dire que en fait, t'as juste le capital symbolique. Voilà, pas du tout le capital économique. Pas le capital économique. Je crois que Jean-Camille, là, au chômage, gagne bien mieux. Non, mais ça, c'est ses parasites, là. Oui, les parasites étudiants. En recherche active d'emploi, on dit. Merci. Non, mais voilà, et du coup... Si vous m'écoutez, je suis preneur, là. Preneur. Sur je cherche un poste d'astronaute. S'il vous plaît. S'il y a. S'il vous plaît. À moins de 10 minutes Sinon, de Corté. tant pis, je toucherai le chôme du... Allez. En voiture. Il n'y a que pour ça que je suis qualifié. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais oui. Pas de chance. Mais enfin, voilà, tout ça pourquoi je disais gagner mieux, mais peut-être pas plus. Parce que je sais très bien que peu importe ce que je gagnerai, exactement ce qu'on a dit là il y a quelques instants, mais je vais m'habituer, j'allais dire, à cette demain je gagnerai 4 000 € par mois, j'aimerais bien, si quelqu'un m'entend. Oui, donc au final, ça répond un peu à notre question d'origine, qui est que les choses qui sont susceptibles de politiser, c'est pas tant des histoires de poésie, quoi. Non, ouais. C'est la fin, ça marche pas mal. Tout à l'heure, en cours, on voyait la prise de la Bastille. Voilà. Et donc du coup, études d'histoire. Voilà. Non. Tout à l'heure, au bar, à la maison, on discutait, dehors de la prise de la Bastille. Et un ami à moi m'apprenait que le salaire moyen à l'époque était de 20 sols, et que le jour de la prise de la Bastille, le prix du pain
le prix de la miche de pain était à son maximum, il était à 14 sols. Donc quand tu gagnes 20 sols, les jours travaillés, donc pas les jours où tu es malade, où tu te reposes, où tu vas à la messe. Ils n'avaient pas la sécu à cette époque. Pas trop. C'était un truc lointain, ça. Enfin, en ville en tout cas, parce qu'à la campagne, oui, il y avait la sécu, la sécurité du groupe, de la communauté. Attention, voilà. Bref. Il y avait déjà des organisations anarchistes. Bien sûr, c'est ce qui a été arraché par la révolution bourgeoise française. Mais en tout cas, ces mecs-là qui étaient des simples manifestants, mais qui se sont fait prendre par un devenir révolutionnaire, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Parce que moi, c'est lui. Quand ils prenaient la révolution, quand ils prennent la Bastille, ils engagent pas une révolution. Les mecs ont juste faim. Veulent manifester contre le pouvoir. Bon, bah ça part un peu en cacahuète. Ils finissent par décapiter le gars en place et de fil en aiguille, on finit par décapiter le roi. Donc ces mecs-là étaient, tu te politises tout pas. Tout ça pour se taper Napoléon derrière, quoi. Ouais, non, mais nous on l'aime bien parce qu'il est du coin, mais c'est vrai qu'il a fait un peu. Mais c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ces gens-là, ils se sont pas politisés parce qu'ils ont lu Rousseau. Pourtant, Rousseau les avait prévenus de la merde dans laquelle ils étaient. Tu vois, et il leur avait dit attention, machin, bidule, truc. Bah non, ils ont pris la Bastille parce qu'ils crevaient la dalle. Alors putain, ça m'embête parce que j'ai l'impression, j'ai peur qu'on arrive un peu morte. Mais typiquement, là, on a eu un épisode de. Alors c'est pas par la poésie, mais d'une certaine manière. Et je foutrais Lordon là-dedans, hein, parce que bon, il a un parler, il a un truc. Moi, d'une certaine manière, je mets un peu les intellectuels dans le même emmerdement, c'est-à-dire que qu'il s'agisse de poésie ou d'intellectuels, c'est des gens qui dans tous les cas, c'est difficile de parler au gros nombre, quoi, comme ça. Et comment dire, pendant l'épisode Gilets jaunes, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à parler d'un intellectuel en particulier, s'appelle Étienne Chouard. Tu vois, ou même un peu de Franck Lepage, mais surtout Étienne Chouard. D'ailleurs, ça fait polémique, machin. Parce qu'il veut parler avec l'extrême droite. Ouais, parce que c'est parce qu'il accepte de parler avec l'extrême droite. Non, mais c'est surtout qu'il est un peu. Non, mais par ailleurs, bon, là c'était pas le propos, mais par ailleurs, là où Chouard, il s'est un peu viandé, c'est que. Il y a eu des moments où il accordait du crédit à des gens parce qu'ils disaient il disait des demi-vérités, tu vois ce que je veux dire. Et en plus derrière en donnant des solutions merdiques, tu vois. Et donc si tu veux, bien sûr pour ces petits copains de gauche. C'est forcément Israël. Comment ? C'est forcément Israël. Oui, notamment. Je pense à Alain Soral, bien sûr. Mais si tu veux, pour ces petits copains de gauche qui ont une formation militante et qui, des fois en manif, se prennent des charges de faf, forcément, tu vois, ils sont là, ils disent bon, tu fais chier là, Étienne. Mais bon, parenthèse fermée. Là où c'est intéressant, c'est que alors qu'il y avait un champ qui leur était à proprement étranger, c'est-à-dire le champ des intellectuels, tu vois. Institutionnel ou pas, hein, par ailleurs. Tout d'un coup, il y a une percée par les réseaux sociaux, et je vois difficilement. Du coup, la question c'est celle-là. C'est est-ce que, imaginez un mouvement social dans lequel il y aurait une percée de ce type-là, mais d'une force poétique entre guillemets, tu vois, genre une force, tu vois, de poésie. Je sais pas, parce que la poésie, on n'a pas beaucoup parlé dans cette émission de la poésie. Bon, après, par poésie, faut pas entendre juste un connard qui te récite des vers, tu vois. Non, mais la poésie, elle est pas par là. Moi, je pense que vraiment. Mais la poésie, pardon, je te coupe. Non, vas-y. La poésie, elle est dans la vie. La poésie, il me semble qu'elle n'est pas. Elle est à toutes, elle est partout, la poésie. Elle est dans la cuisine, elle est dans... oui, mais chacun la sienne. Là, il s'agit de fédérer, tu vois ce que je veux dire. Fédérer par la poésie ? Oui, non, mais je crois que c'est impossible. Mais là, je pense que moi aussi, je vois difficilement. En fait, je pense que... Alors,
C'est trop beau pour la rendre. À mon avis, c'est trop personnel, j'ai l'impression. Il y a une mauvaise utilisation du terme poésie dans ce que dit le attention. gars. C'est compliqué, hein. Pour lui rendre justice, là, j'ai lu 3 pages. Non, mais alors, c'est pour le coup, c'est pas les propos de Frédéric Lordon, c'est les propos de quelqu'un avec qui il échange pendant Nuit debout, il me semble. Qui lui. Non, c'est avec un pote zadiste. Oui, mais c'est quand la date où il dit qu'ils se sont retrouvés lui et bien d'autres. Été 2017. Ouais, il me semble bien que c'est Nuit debout. Hein, ouais, donc il le cite sans le citer. Confiance à l'historien. Mais il le cite sans le citer. C'est bien, c'est pas mal de sa part parce que du coup ceux qui n'ont pas l'oreille assez attentive ne l'auront pas remarqué. Mais pour le coup, ne veulent pas ou ceux qui veulent pas le remarquer. Mais donc je pense que en fait cet homme qui en fait trouve les mots un peu aujourd'hui ils sont désuets. Quand on parle de bourgeois, ça ne te donne plus les mêmes sentiments que ça pouvait te donner en 1945 après la sortie de la Grande Guerre. Tu vois, il y avait des types ils étaient prêts à aller en couper 2 ou 3 ou entre autres. Mais aujourd'hui, bourgeois, et le vocabulaire de gauche de la lutte politique, il parle plus à grand monde, quoi. Ouais, tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a énormément de nouveaux termes, mansplaining, mais même vis-à-vis de bourgeoisie, je suis en train de penser à Thinkerview il dit upper class. Ouais. Mais tu vois, les Américains, ils se sont pas ce que c'est la bourgeoisie. Là. Mais les Américains, tout à l'heure, les Américains, eux, ils l'ont pas ce vocabulaire, donc ils se sont engouffrés dans cette faille de vocabulaire pour penser la lutte et sans rentrer dans du Orwell machin. On vous l'avait dit, il faut les mots pour penser, alors que c'est pas du tout ça qu'il dit en plus de toute façon. On peut en parler 1000 ans, mais pour le coup, il y a ce truc on a perdu les mots. En fait, on a les mots, mais ils ont plus le sens qui pourrait nous permettre de penser anarchisme par exemple. Voilà, on a le mot anarchisme, on a des définitions très claires de ce que c'est l'anarcho-communisme, de ce que c'est l'anarchisme, mais on n'en a pas le sens. Donc je sais qu'il y a beaucoup ce débat à gauche en mode est-ce qu'on garde le mot communisme, tu vois. Il y a beaucoup ce débat en mode c'est un mot qui a tellement pris cher à cause de l'URSS, etc., etc. Mais beaucoup, mais la question des mots, elle est, me semble partout. Regardez le Front National, n'ont-ils pas refait toute une redéfinition de leurs termes, de leur vocabulaire, de leur bien complet. Ils se rassemblent maintenant. Ça me rappelle je crois que c'est Marcel Mauss, mais j'ai peur de dire une connerie. Autant c'est Bourdieu dans des cours au Collège de France. Donc autant je te dis une bêtise. C'est ou Marcel Mauss ou Bourdieu. Faudrait que autant, si je me sens la force, je regarde en rentrant. Mais il a une formule où est-ce qu'il dit que parce que la poésie en plus là où c'est intéressant c'est que le poète c'est quelque chose ça a plusieurs disons dans toutes les tribus il y a un poète, il s'appelle pas tout le temps le poète, tu vois, dans tous les groupes il y a un poète, des fois on l'appelle le sage, tu vois, mais en gros la fonction qu'il a c'est toujours la même, c'est de redire des choses évidentes avec des mots différents, des mots qui redonnent sens. Tu vois, quand il y a une crise de sens dans le groupe, eh bien, le poète, il reformule la phrase, d'une certaine manière, pour redonner du... Tu sais, je réfléchissais à ça en entendant Alain Badiou pendant une conf. Il disait, en fait, maintenant, tout le monde est prêt. En fait, il nous positionnait, il disait ouais, c'est pas comme la Belle Époque, tu sais, souvent on dit oui, tu sais, en passant par Thomas Piketty, les niveaux d'inégalité, tout ça machin. C'est pas la Belle Époque, c'est pas la fin du 19e, début 20e, en fait, on est plus comme la première moitié du 19e. Et en fait, ce qu'il nous faudrait, c'est comment ça s'appelle, un manifeste du Parti communiste. Comme avait fait Marx, tu vois, avant le Capital. Il faut un truc qui fédère, quoi. Tu vois? Alors, et oui, effectivement, au final, la question se pose. Est-ce que ça se fera par un sage ou un poète qui redira avec des mots nouveaux des vérités? Certainement. Est-ce que ça se fera par le chant, du coup, d'un intellectuel?
L'homme providentiel de la gauche, on l'attend comme le Messie. Ah oui, comme ça moi je pourrais écrire un beau livre sur l'homme providentiel de la gauche du début du 21e siècle. Mais écartez-vous des hommes providentiels. Non mais il y a tout dans tous les cas. Non mais c'est rigolo que tu dis ça parce qu'il y a toujours cette espèce de en plus de méfiance en plus de la gauche, c'est-à-dire on veut dépersonnaliser l'histoire, on veut etc. On veut désacraliser les individus et pourtant comme tous les êtres humains il y a une espèce de pulsion à placer des attentes, placer du pouvoir dans des voies singulières en fait. Je pense que c'est un peu ça fait partie des cul-de-sac idéologiques actuels de ouais, il faudrait voir peut-être parce qu'au final moi c'est vrai que si je pense aux figures qui m'impressionnent dans le sens affect, tu vois, du terme, qui me font une impression, tu vois, qui me font rêver. Il y a des têtes, ouais, il y a des têtes qui sortent du lot, mais j'ai plus l'impression de voir ça comme si tu veux, je tremble plus quand tu me dis relativisme que quand tu me dis ah non, c'est pas vrai de dire ça. J'allais dire Pierre Bourdieu, mais je le kiffe quand même. Oui, on avait bien compris. non mais justement ça nous a pas échappé. On repart ouais, il y a toujours cette petite ce petit problème là, tu vois, où on attend qu'il se passe un truc, on sait que historiquement ouais, c'est souvent des hommes, c'est souvent le travail d'un homme qui n'est, quand on le remet en contexte et tout ça, non, c'est pas le travail d'un homme. Pierre Bourdieu, il est pas sorti du chapeau en disant hop, voilà, j'ai tout. Non, il est pas tout seul. C'est pas Pierre Bourdieu, mais il n'empêche que il y a eu Pierre Bourdieu et après il y a eu Pierre Bourdieu. Oui, enfin, je dis Bourdieu, je pourrais penser à Foucault. Oui, bien sûr, mais il y a quand même à un moment un travail qui marque par sa singularité par rapport au reste des trucs. Tout à fait. Bon, après, est-ce que ça marque vraiment? Mais alors, tu vois, la singularité, ça peut se faire. Là, du coup, on retourne un peu à Spinoza, mais dans des affects joyeux, c'est-à-dire idolâtré, je sais pas, tu vois. Mais ça peut se faire aussi dans l'autre sens, puisque quand on repense aussi, quand on reprend l'exemple des Gilets jaunes, il y a cette personnalisation du problème, pas seulement, parce que souvent c'est et son monde, quand on est, c'est contre la loi El Khomri et son monde, comme on disait aux Nuits debout, tu vois. Bon, mais c'est quand même Macron qui cristallisait, c'est-à-dire que au même titre qu'il cristallise un certain nombre de pouvoirs institutionnels par sa fonction présidentielle, puis aussi par ce par quoi il est passé avant, tu vois. Oui. Mais il a su concentrer par une mauvaise gestion d'une crise toutes les haines et tous les machins, quoi. C'est-à-dire tu veux dire l'homme providentiel, il viendrait pas du bon côté mais du mauvais, dans le sens où c'est le grand méchant peut-être, c'est-à-dire qui fait que tous les gentils s'allient pour aller le combattre. Voilà, au lieu d'affecter positivement, il y a une grosse affection, une affection globale, pas homogène, mais qui passe un seuil critique dans le groupe, mais un affect triste. Révolution française, l'affect triste sur le roi, qui va rallier des mouvements très différents, donc le peuple et des gens qui en avaient un petit intérêt, la bourgeoisie de l'époque. Mais regarde, 93-94, la terreur des bourgeois, n'empêche que à un moment il y avait des mecs qui pensaient vraiment faire la révolution pour arranger le peuple. Oui, tu vois, et ils l'ont fait avec d'autres gens qui eux ils ont dit le maximum du prix du pain ça fait un peu chier. Ouais, ça pique. Moi j'ai une entreprise de pain et 20 sols le pain, moi ça m'arrange parce que les gens l'achètent quand même, quoi, tu vois. Et mais non, mais voilà, et le maximum des salaires par contre ça me parle bien. Ouais, ça a l'air cool. Mais ils achèteront pas plus de pain mais ils continueront à acheter chez moi, quoi. Ils pourront pas aller acheter ailleurs, mais il n'empêche que voilà, tu as aussi le problème de ça, c'est l'alliance
l'alliance des partis très différents ne fait pas forcément gagner le parti qu'on voudrait, parce qu'au final, nous, là, en regardant de là, on dit oh non, c'est trop dommage. On arrive à la fin. Tu vois, en plus on arrive à la fin, mais ça c'est trop dommage. Il n'y a pas de. Moi, je dirais juste qu'il y a. Donc un petit mot de la fin. Il n'y a pas de bonne façon de changer, d'affecter et de produire un changement aussi global. En tout cas, il y a pas de recette, il y aurait pas de recette. On n'a pas eu de tuto miracle sur la révolution en histoire. En tout cas, pas ce soir. Pas ce soir, peut-être. Anthony, un petit mot. Un petit mot de la fin. Mais j'ai réfléchi à ce petit mot de la fin, puis je me suis dit pourquoi je devrais donner un mot de la fin. Pas obligé. Ben voilà. Il saute son tour. Ben moi aussi d'ailleurs, tiens. Comme ça, on finit sur les belles paroles de Jean-Camille. En plus, c'est un très joli prénom, je trouve, Jean-Camille, à prononcer même à la radio, non? Oui, c'est très poétique. Tu fais de la poésie, un peu. Non, pas encore. Je m'y suis pas mis, j'ai pas assez. Je suis pas encore. Oui, chers amis. Hatchous, chers auditeurs, enfin je vous dis Hatchous, mais nous on coupe les micros, on est toujours dans la même pièce. Oui, mais surtout, ça m'a fait plaisir. Chers auditeurs, au revoir. Et puis les copains, on se retrouve juste après le clic. Bien sûr, il est temps d'aller dîner.